Messieurs, le débat qui nous intéresse ce matin sont ces ministres de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale chargés de piloter le programme de réforme économique et financière de la zone qui se sont réunis en visioconférence ce lundi pour examiner les programmes conclus avec le Fonds monétaire international qui arrive justement à terme dans certains pays. Il a été surtout question d'une esquisse de plan de relance économique après le coronavirus. Il y a crise sanitaire qui a engendré une sévère récession à travers le monde. L'Afrique centrale n'est pas en marge. Nous avons donc discuté d'esquisse de plan de relance au niveau de l'Afrique centrale. C'est ce que déclare d'ailleurs Gilbert Ondongo, ministre congolais d'État, ministre de l'économie, qui a présidé cette réunion des ministres en charge des finances, du plan et de l'intégration sous-régionale. Il a expliqué d'ailleurs à la presse que le plan de relance économique de la zone CEMAC comporte deux principaux axes, la production et surtout la formation. Il déclare: nous avons par exemple insisté sur le fait qu'on pourrait mettre en place en Afrique centrale une ou deux chaînes de valeur. Ça veut dire prendre en charge un processus complet de production qui va de la matière première jusqu'aux produits dérivés. Si nous pouvons avoir une chaîne de production proprement d'Afrique centrale avec les segments de valeur dans chaque pays, ce serait une bonne chose. Nous avons aussi dit qu'en matière de développement humain, nous accusons de retard. On doit peut-être faire une grande université d'Afrique centrale avec des spécialités dans chaque pays, a déclaré d'ailleurs M. Ondongo, ministre congolais des Finances. Au sujet du partenariat avec le Fonds monétaire international, Gilbert Ondongo a indiqué que jusque-là, les accords conclus avec cette institution ont porté sur les questions budgétaires. Les programmes à venir mettront l'accent sur le développement, a-t-il conclu. Nous, en ce moment-là, nous nous posons justement la question ce matin dans notre thématique et surtout ce matin, coronavirus, Afrique centrale, que cache d'ailleurs le plan de relance économique des ministres des Finances? Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Car nous savons pertinemment que ces derniers jours-ci, il y a pas mal d'informations qui circulent et il se susurre d'ailleurs que la CEMAC, ça il faut le dire, pourrait justement remplacer le franc CFA par l'écho d'Alassane Dramane Ouattara et d'Emmanuel Macron. Moi, je vais me tourner vers les économistes d'abord. Permettez-moi, Président, parce que là, il y a des économistes sur ce plateau. Qu'est-ce qui se passe justement aux zones CEMAC quand on nous parle de la relance économique après le Covid-19, enfin, pendant cette crise de Covid-19, quand on sait pertinemment que l'Afrique centrale n'a pas de planche à billets? Écoutez, qu'est-ce qui se passe? Il se passe comme toujours rien du tout et donc l'espace est ouvert pour détruire le pays. Je ne sais pas pourquoi on tourne en rond. On fait comme si on ne sait pas quel est le problème. Pourtant le problème il est clair, il est têtu, il est visible, il est gros comme un soleil et tout le monde s'en rend bien compte. Alors le problème il est là. C'est que production, formation, discussion avec le FMI, nous parlons de la même chose, parlons de la monnaie. Parlons de questions financières, donc nous parlons de la monnaie. Vous savez, entre parenthèses, que les mécanismes du franc CFA sont tels que nos réserves de change, nous ne pouvons y accéder qu'en dernier ressort. Oui. Il est recommandé d'aller d'abord s'endetter auprès du FMI à des taux exorbitants, alors que nous avons quand même des réserves de change qui pourraient servir. Et donc, nous sommes subtilement poussés vers en ce moment spécifiquement, ou depuis 2016 en réalité, vers le FMI, parce qu'il est question d'une dévaluation, d'une part, mais qu'une dévaluation qui cachait en fait la reconduction des accords, liés au franc CFA, afin que la France continue à tenir son rang dans le monde. Le problème, il est clair. On va produire, oui, produire, mais comment vous allez produire? Je vous prends un exemple. En 2018, la Guinée-Bissau avait besoin, la Guinée-Conakry avait besoin de... ils sont revenus dans le franc CFA. Ils avaient besoin de liquidités et on leur a proposé 39,5 milliards de francs CFA pour la production. Dans le même temps, la BCEAO a accordé à ses propres employés 53 milliards de crédits. Donc, en fait, la production, les projets de production de la Guinée n'avaient pas plus d'importance que l'achat des commodités de luxe des employés de la BCEAO. Pourquoi? Parce que nos économies ne sont pas pensées par la France et l'Europe comme des économies de production, mais plutôt comme des économies de consommation. Parce que les employés de la BCEAO vont acheter des produits de luxe en Europe, vont les importer, et c'est ça qui est plus intéressant. Voilà pourquoi quelques milliers d'employés vont obtenir des crédits beaucoup plus importants que tout un pays
qui compte des millions, des millions d'habitants. La CEMAC, pour revenir précisément à cette situation, on va vous dire en 2016 que la situation a été générée par la chute des prix du pétrole en 2014. Il faut relever qu'il n'est plus avéré aujourd'hui que le premier produit d'exportation en termes de valeur absolue soit le pétrole dans cette région. Donc, en fait, on ne comprend pas très bien pourquoi on s'appuie tout le temps sur le pétrole alors que nous exportons beaucoup d'autres choses qui rapportent beaucoup plus d'argent. Je vous rappelle que la production du pétrole du Cameroun représente un jour de production de l'Arabie Saoudite. Toute la production annuelle, donc ça n'a aucun intérêt. 10 jours de production annuelle de l'Arabie Saoudite, donc ça représente rien du tout. Et l'autre chose, c'est que quand vous regardez tous les autres pays, certes Congo, Gabon, Guinée équatoriale, Tchad, vous avez le pétrole est extrêmement important, mais le reste de l'économie, par exemple du Cameroun, supplante totalement ces exportations-là. Donc les problèmes de fond sont à deux niveaux. Ce n'est pas, certes, il faut produire, mais ce n'est pas, vous n'inventez pas l'eau chaude. On le dit depuis une éternité. Le Cameroun a gaspillé, par exemple, une opportunité de la chaîne de valeur du manioc, qui aurait pu apporter 5 points de croissance à ce pays entre 2010 et 2012. Vous avez des pays comme le Tchad qui pourraient créer toute une chaîne de valeur autour de l'élevage et malheureusement cela n'est pas fait. Mais ce n'est pas aujourd'hui qu'on en parle, c'est des choses dont on parle depuis une éternité. Mais seulement, on ne se rend pas compte que le franc CFA contraint nos pays par les histoires de parité fixe qui limitent l'accès au crédit dans nos régions, par les histoires de garantie de la convertibilité qui donnent à la France le pouvoir de déterminer à qui nous achetons, ce que nous achetons, quelle quantité nous achetons, à quel moment nous achetons, et donc finalement détermine l'envergure et l'orientation de notre stratégie, de notre développement. Cela contraint nos pays à être simplement des pays de production des matières premières et de consommation de biens importés. Quand je dis cela, il vous apparaît clairement que, d'une part, pour financer la production, il faut qu'on ait une monnaie pour pouvoir la financer, parce que pour avoir une vraie politique industrielle, vous devez pouvoir faciliter l'accès au crédit. C'est pour ça que je vais rappeler le mécanisme qui limite l'accès au crédit. La deuxième chose, vous devez limiter les importations. Vous devez savoir que, j'aime prendre l'exemple de la Chine. Elle s'est développée en 3 paliers. Premier palier, l'agriculture. Vous allez voir que chez nous, même l'agriculture est tuée. C'est-à-dire qu'au lieu de produire du macabo, du manioc, du mil, du sorgho et des patates, on importe du riz, on importe du blé. Ce qui est scandaleux, parce que toutes ces choses-là, ce sont des devises et c'est de l'argent qui s'en va. Le deuxième palier, c'est le stockage et la transformation. Alors, le président du comité du FREF dit que nous avons un taux de transformation de 17%, les pays d'Afrique de l'Ouest 49% et ceux d'Afrique de l'Est environ 41%. Non, il faut relativiser ces choses d'abord. D'une part, et il finit par dire que, or nous avons beaucoup plus de matières premières, mais beaucoup plus de minerais. Quand vous prenez les autres régions, personne n'y transforme véritablement des minerais. Et d'autre part, quand vous regardez ce que nous transformons, quand il dit 17%, il faut encore être gentil pour l'imaginer, parce que si tout ce que nous produisons était pris en compte, ça représenterait même pas 1% du taux de transformation. Donc, en réalité, pourquoi on ne transforme pas? Pourquoi on n'arrive pas à équiper nos universités? C'est parce que nous n'avons pas notre propre monnaie qui nous permettait de nous projeter, qui nous permettait de faire des packages pour la relance économique de notre région. Et nous sommes là dans une situation où il faut choisir entre continuer avec le franc CFA ou pas. Le vrai problème économique auquel la CEMAC est confrontée en ce moment, c'est un problème de choix de la monnaie. Les autres décisions sont des décisions de gouvernance classiques, quotidiennes. On n'a pas besoin, et qui sont totalement incroyables, où les gens peuvent produire du riz chez eux s'ils veulent bien manger du riz, mais parce que le riz c'est 3 mois, mais ils préfèrent prendre 500 milliards et les ventiler à l'extérieur. Je suis très par là. Vous savez, ce qui est intéressant très souvent avec la CEMAC, c'est que les gens ne se rendent pas compte que 2 de nos pays sont parmi les derniers en termes d'IDH et en termes de qualité de vie, à savoir le Tchad et la Centrafrique. Même si vous n'arrivez pas à comprendre comment des pays comme ceux-là, qui sont des scandales géologiques, qui sont extrêmement riches et qui ont des peuples très courageux, peuvent quand même être classés derniers. Mais ils sont classés derniers parce qu'il y a une confiscation de nos ressources par le mécanisme du franc CFA. Et ce problème de fond
est celui que nous avons à résoudre. Il s'accompagne d'un problème de gouvernance, la qualité de la gouvernance. Que nous ayons des personnes qui vivent les réalités de nos pays et que finalement le programme de relance post-Covid soit effectivement fondé ou orienté par la production et la formation, la qualité de la formation, mais que clairement les gens sachent que le fait d'être poussé vers la Banque mondiale, vers le FMI et la Banque mondiale est une manœuvre. C'est une manœuvre en réalité pour déstabiliser nos États et pour les amener à adopter éventuellement l'éco ou la forme de l'éco. Et de l'autre côté, pour pouvoir donc maintenir pour les autres l'accès facilité et gratuit à nos matières premières ainsi que sécuriser les débouchés pour eux dans nos pays sous forme d'un marché qui existe et qui est accessible facilement. Président Wadakele, vous avez suivi justement Dr Yamba. Et d'ailleurs, le ministre Ondongo nous fait savoir que c'est aujourd'hui qu'ils ont pensé à mettre en place une ou deux chaînes de valeur pour justement avoir un processus complet de production. Ce n'est qu'aujourd'hui qu'ils ont pensé ça. Donc pendant tout ce temps-là, il fallait attendre cette année 2020 avec le coronavirus pour penser à faire une chaîne ou une ou deux chaînes de valeur. Ne parlez pas de ça. On va continuer dans l'optique qu'a dit Dr Yam. On ne parlait pas de ça. Si vous parlez de ça, on va donner la valeur à des gens qui veulent justifier leur salaire, leur statut de fonctionnaire. Donc, parce que ça fait rire. Donc, il ne faut pas énerver les gens le matin. Je continue dans le fond. Il a imprimé une marque au débat qui m'intéresse. D'abord, commençons même par de quoi est-ce qu'il s'agit. Quand on parle du programme de réforme de la CEMAC, de quoi est-ce qu'il s'agit? Fondamentalement, nous savons que Madame Lagarde a débarqué ici, en décembre, je ne sais pas, ce moment-là, avec sa figure qui effraie les enfants. Elle a débarqué ici pour nous dire qu'il faut qu'on dévalue notre monnaie. Ça. Et il faut comprendre pourquoi on voulait qu'on dévalue. Oui. Comme je dis, il faut rester dans le boulevard que Dr Yamba a ouvert. Bon, c'est ça qui permet de comprendre ce qui se passe. Alors pourquoi on dévalue? C'est que depuis un bon bout de temps, les pays de la CEMAC en général, en particulier le Cameroun, parce qu'en fait c'est le Cameroun qui était le problème, avaient engagé des projets structurants pour équiper, pour augmenter leur stock d'infrastructures. C'est la base de l'économie. Docteur Dimoyela, il va mieux nous enseigner ces choses-là. Alors la France a débarqué et a dit, non, d'ailleurs, il y a un problème parce que la couverture de vos importations ne sera plus assurée d'ici quelques mois, parce que vous avez dérapé, vos finances ont dérapé. Et deuxièmement, il nous a dit, ça ne peut pas continuer comme ça. Soit on dévalue, oui, soit vous faites rentrer dans vos comptes courants les biens immobiliers que vous avez à l'étranger, l'investissement immobilier que vous avez à l'étranger. C'était clair écrit, hein, à l'étranger. Alors pourquoi? Parce que pendant au moins 5 ou 6 ou 7 ans, des pays comme le Cameroun ne déposaient plus leurs réserves au compte de l'opération. Cette sorcellerie-là, au compte d'opération. Il faisait le tour pratiquement avec la Chine. Et la France a estimé que ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. On ne peut pas accepter ça, c'est grave. Et on a commencé à dire non, votre dette va exploser. Et puis vraiment, la Chine est là, vraiment, la Chine vous encourage dans la malgouvernance. Et docteur Yam, excuse-moi, c'est sûr que je n'aime pas ce mot. J'ai de la peine à prononcer ça, que je l'appelle malgouvernance. C'est parce que ça veut signifier. Donc on est venu ici et pour s'en sortir, il se rappelle, nous nous sommes mobilisés terriblement à l'époque, pour empêcher, tu le sais, pour empêcher cette dévaluation du franc CFA. Et devant la pression de l'opinion, la France a réussi à imposer au moins un autre cycle d'ajustement structurel. C'est de ça qu'il s'agit, où on a pris des mesures. On a pris des mesures et ce cycle-là est en train de finir là maintenant, même au niveau du Cameroun. Donc c'est ce cycle-là justement qui justifie cette réunion de la CEMAC avec cette lundi dernier, oui. Où ils disent que bon, ok, bon maintenant, il faut qu'on engage, c'est-à-dire des économies d'échelle, c'est-à-dire qu'on crée des chaînes de valeur. Alors, seulement, il faut rappeler 2 ou 3 choses. Chaque fois, observez bien, depuis au moins 30 ans, chaque fois que les pays africains engagent de soi-disant programme de réforme avec le FMI, c'est-à-dire le programme d'ajustement, chaque fois quand le cycle est en train de finir, il y a un choc. Non. Observez bien. C'est-à-dire, chaque fois que les pays africains engage un programme de réforme avec le FMI, quand le cycle veut s'achever, il y a un choc. Soit il y a une baisse terrible des matières premières, il y a un choc des matières premières, soit il y a une crise qu'on invente, soit, maintenant, là, il y a le coronavirus. Nous savons aujourd'hui que le coronavirus, c'est une crise qui a été inventée. On sait ça aujourd'hui. Il y a
suffisamment d'informations. C'est une guerre économique. Et c'est une guerre de civilisation qu'on nous impose. Maintenant, il y a suffisamment d'éléments que personne ne sérieux ne peut plus se mettre à dire des bêtises sur le coronavirus. C'est une guerre qu'on nous impose. Donc, prenons un pays comme le Cameroun. Dès que nous sortons du point, dès que nous atteignons au point d'achèvement, c'était 2006, docteur? 2006. Merci. Je crois que je m'étais trompé. 2006, quand on atteint ce point d'achèvement, on se dit, OK, l'État dit, OK, maintenant, nous allons recouvrir. Le président de la République, je m'appelle son discours, il dit maintenant, le Cameroun va recouvrir ses capacités d'initiative économique. Le président le dit dans un discours de manière solennelle. Ça ne tarde pas. De 2006 à 2008, crise mondiale. De quoi? Subprime, c'est-à-dire le niveau le plus élevé de la mauvaise gouvernance. Subprime. Des bulles qu'on crée pour justement entretenir la folie capitaliste. La bulle. Ça n'a pas tardé. On dit qu'on sort de là, de la crise de 2008, avec les fausses mesures qui ont été prises, enfin la flash à biais. Ils ont créé de la monnaie pour... Enfin, ils ont fait des cadeaux à ceux qui ont détruit l'économie mondiale. C'est cela qu'il s'agit. Quand on sort de là, ça ne traîne pas. Boum! Choc des matières premières, choc pétrolier. 2014. Choc pétrolier, merci, 2014. Oui. Pendant ce temps, les pays africains, dans le Cameroun, ont engagé leur projet structurant qui était devenu vitaux pour notre économie. Vitaux. Parce qu'il y avait... On ne maîtrisait plus rien sur la courbe sur nos coûts de facteurs. Il fallait que l'État investisse dans les projets structurants. Je ne vais pas revenir sur la crise d'énergie extraordinaire que nous avons connue ici. Il n'y a pas de cité dans l'autre pays, par exemple. L'épuisement des infrastructures routières, des ports, et même des ponts. Donc, notre pays, c'est-à-dire, on ne pouvait plus différer ça. Mais dès qu'on lance ça, choc pétrolier 2014. 2014, de 2014 seulement moins de 4 ans. 2014, même moins de 3 ans. 2017, volonté d'évaluer. Mais est-ce que c'est le hasard? Est-ce que c'est pas le hasard? C'est-à-dire que on ne peut pas s'en sortir dans cette macroéconomie mondiale. On ne peut pas s'en sortir. Mais vous voyez bien ce que je suis en train de vous dire. Bon, ça sert à quoi de faire des programmes de réforme à la CEMAC? Ça sert à quoi? Quand vous n'avez aucune maîtrise, c'est-à-dire aucune maîtrise sur les caractéristiques même de votre économie. Vous ne maîtrisez rien. C'est ça qu'on a lancé des programmes de réforme. Donc, moi je tire 2 ou 3 raisons. Conclusion, il faut évaluer les réformes. C'est-à-dire, il faut faire, moi je veux même choquer. Il faut arrêter ça. Il faut faire un moratoire, il faut arrêter. Ça ne sert à rien de faire des réformes, ça sert à quoi? Puisque chaque fois qu'on fait des réformes, au bout d'un cycle de réforme, on nous crée une crise. Et c'est-à-dire, c'est une malédiction décisive que nous frappe. C'est-à-dire, nous sommes toujours en train de recommencer l'ouvrage. On est toujours en train de recommencer l'ouvrage. Je voulais vous dire que l'écho, n'est-ce pas, à l'écho de ce projet de créer des chaînes de valeur, correspond à notre projet au Cameroun, un grand projet extraordinaire. On lui dit, on va passer à la transformation structurelle de notre économie. C'est-à-dire, les savants officiels qui sont là-bas au ministère de la planification de l'économie, c'est ça? Voilà, qui sont chargés de penser notre économie. Ils ont inventé quelque chose maintenant. Ils disent que non, maintenant on a compris. Alors, le Covid qui est venu nous frapper là maintenant, nous avons décidé vraiment que nous passons à la transformation structurelle de l'économie. C'est n'importe quoi. Vous transformez quoi? Vous transformez que l'économie alors que eux, ils disent aujourd'hui remise à zéro. C'est ce qu'on dit à Davos, s'il sait. On dit remise à zéro, c'est-à-dire que les gars sont en train de parachever la guerre économique en passant à un autre stade du capitalisme. Et vous sortez de votre histoire de remise, de passer à la transformation structurelle de votre économie. Ça sert à quoi? Demain, on va vous créer un Covid de 20. Vous allez faire quoi? Et que deviendra donc votre projet de transformation structurelle de l'économie? Après demain, on va vous créer un Covid 21. Puisque maintenant, c'est un virus qui mute tous les jours. Il mute tous les jours. Et puis, il est très politique, ce virus-là. C'est-à-dire qu'on arrivait à un niveau, aux États-Unis par exemple, quand M. Trump va aller dans une ville faire campagne, le lendemain, il dit je vais à telle ville. Demain, vous entendez une explosion de contamination du coronavirus là-bas. Je ne reviens pas sur le fait que vous avez vu le document de géopolitique et de géostratégie secret de l'Union européenne de la France, qui avait dit carrément que le Covid sert à renverser les présidents d'Afrique centrale. Donc, chacun a vu que ce virus-là, c'est un virus géopolitique, c'est-à-dire c'est un virus politique, c'est-à-dire extrêmement puissant pour renverser les présidents, c'est un virus dont il peut demain 19, demain il devient 20, demain il devient 21. Bon, quand tout ça va arriver, à quoi va servir vos grands projets de transformation structurelle de l'économie? Puisque ça va casser votre croissance, ça va détruire toutes vos prévisions. Vous allez courir pour aller chercher encore de l'argent au FMI. Et de l'argent conditionné. Parce qu'on vous dit prenez de l'argent, mais en retour, facilitez la vaccination de vos pays. Ça, on ne le dit pas.
C'est-à-dire, les conditions, c'est que faciliter. Quand vous voyez le gouvernement camerounais, des ministres se lever et dire que, bon, ok, il faut à tout prix faciliter nos enfants contre le cancer du col de l'utérus. Ce sont des conditionnalités qui nous sont imposées. Je viens de vous dire que les Sud-Africains, Bafosa, pour quelques biais du FMI, a fait de son pays l'endroit où on teste. Il dit, un crime, un vaccin autrement criminel, c'est là où on teste ça. Et quand les étudiants manifestent, il fait tirer sur eux. Vous voyez à quel niveau on est arrivé? Ça dit contre de l'argent, qui n'est même pas de l'argent, parce qu'une grande partie de l'argent aujourd'hui qui circule dans le monde, c'est de la fausse monnaie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils veulent passer de la monnaie réelle à la monnaie, à la monnaie digitale, de Bitcoin. Ce n'est pas le hasard. Ça dit que si ça réussit, tout l'argent que vous avez chez vous ne sert plus à rien. Parce qu'eux-mêmes, ils savent, ils l'ont tellement distribué avec la planche à billets. Chaque fois qu'il y a une crise, ils fabriquent des milliards et des milliards d'argent. Eux-mêmes, ils savent que ça ne sert à rien. Pendant ce temps, ils vous achètent tous vos affaires, vos richesses réelles, vos mines d'or, tout ça. Ils achètent tout ça. Ils vous laissent avec des billets de banque nuls qui ne servent à rien. Et un matin, et faites-vous à commencer, on vous dit désormais, on doit passer à la monnaie numérique. Vous faites quoi? Vous vous retrouvez avec des centaines de milliards de stocks de billets qui ne servent à rien. Il faut vraiment les brûler. Est-ce que les gens voient ce qu'on prépare contre nous? Est-ce que les gens savent ce qu'on prépare contre nous? Quand j'entends des gens s'amuser comme ça, à la Sénat, alors que les défis sont sérieux, au lieu de penser sérieusement, au lieu d'accélérer d'abord comme il a dit. Est-ce qu'ils peuvent penser sérieusement? Est-ce qu'ils peuvent penser sérieusement quand ils sont justement... Non, il y en a qui ont des qualités, des capacités d'intelligence, mais ils sont corrompus. Et dès qu'on est corrompu, intellectuellement, moralement et même financièrement, on ne pense plus. La pensée orientée vers la nourriture, vers ce qui vous nourrit. C'est ce problème que nous avons. Mais j'admets aussi qu'il y en a. On a beaucoup d'économistes qui ne sont pas des économistes. Ça, il ne faut pas avoir peur de le dire. On a beaucoup de docteurs en économie. Quand vous les écoutez parler, vous vous demandez, ben, ils ont fait l'économie où? Vous vous souvenez de l'incident qu'on a eu ici? Il était là. Nous avons fait un colloque sur le franc CFA. Il était là. Voilà. Nous avons démontré comment on sort du franc CFA. 2 jours après, le ministre Fameux Ndongo, vous savez que c'est un savant, il est sorti pour organiser un contre-colloque à Tchang. Et où il a mobilisé l'économiste officiel désormais du Cameroun. Il s'appelle qui le recteur de Tchang là? C'était Avom, Messenga Avom. Un truc comme ça. Oui, c'est Messenga Avom. Ils ont fait un colloque, ils ont fait venir des Français, des Blancs, pour dire que, pour nous attaquer, ouvertement. Dire que le franc CFA c'est la meilleure monnaie du monde. Que c'est le meilleur système financier monétaire du monde. Oui, ils l'ont dit. Et sans rater, en passant dire que des illettrés parlent de la monnaie. Ça descend à nous. Ça ne s'est pas arrêté là. Le JICAM, vous vous rendez compte? Le JICAM, qui braille là tous les jours là. Hein? Société française, il faut bien préciser. Le JICAM. Oui. Non, groupement de patronat du patron du Cameroun. Vous appelez ça interpatron du Cameroun. Bon. Ils s'appellent des patrons, je ne sais pas ce qu'ils font. Ils sont maintenant en train de courir derrière l'État pour dire aidez-nous à nous relever financièrement. Ils sont sortis, ils ont dit que le franc CFA, c'est une bonne chose. Mais on se demandait, mais qui sommes-nous pour mériter 2 contre-colloques comme ça en un temps record? Ça n'a pas traîné, hein? Quelques temps après, M. Macron est sorti, s'est réveillé, répétant ce que nous on dit depuis 10 ans, répétant ça pour dire que le franc CFA c'est mauvais à Abidjan. Dès que Macron a dit ça, les mêmes gens, ils ont avalé leur langue. Ils ont commencé à dire que le franc CFA c'est mauvais. Les gens du GICAM, là, j'ai vu l'association des banques, l'AP, ça s'appelle quoi? L'association des professionnels des banques du Cameroun, même alors, pondre un discours vite que le franc CFA c'est la calamité. Des gens qui, il y a 3 jours, nous insultaient. Et depuis, le ministre Fameux Ndongo, il ne parle pas. Il n'a rien dit depuis. Mais il passe par son économiste de service, M. Gavom, pour maintenant chanter, c'est-à-dire dire que le franc CFA c'est mauvais. Il faut en sortir. Donc, oui, on a un problème. Un gros problème. Un problème. Lorsqu'on est incapable de penser son économie, ça veut dire qu'on est incapable de penser son avenir. Lorsque depuis 50 ans, on nous fait croire que l'économie de nos pays ne peut pas dépasser la tutelle du FMI, que ça dit que ce n'est pas possible de penser. Quand on dit que tu es un grand économiste, c'est que tu répètes ce que dit le FMI. Et notre ministre Boutazi, pour qui j'ai du respect, est le meilleur dans le domaine. C'est-à-dire chaque fois, c'est-à-dire que tout ce qu'il fait, c'est il ne faut pas énerver une seule seconde de le FMI. Tous les jours nous disent ça. Et ça fait 30 ans qu'on tourne à rond, ajustement à l'ajustement. Et pendant ce temps, la situation sociale se dégrade dans d'autres pays. L'économie ne fait que s'effondrer. Les fondamentaux, avant on se vantait de disposer de certains fondamentaux qui rassuraient malgré tout. Mais là, ça commence à filer, Parce qu'on commence à dire maintenant que quand l'État est obligé de commencer à fiscaliser le secteur informel, c'est ce que ça veut dire, qui a été pendant longtemps, qui est encore
la soupape, c'est-à-dire le matelas d'atterrissage qui nous fait tenir. Ce secteur-là, quand l'État commence à lorgner vers là, sans avoir une perspective de faire que ce secteur informel-là soit demain le moteur de l'économie, il faut s'inquiéter. Merci beaucoup, Président Badakani. Docteur Edimo, finalement, depuis que les pays africains sont allés vers le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, ça a toujours été des échecs. Pourquoi toujours prendre l'initiative tous les matins, comme on a vu lundi dernier, que ces ministres se réunissent justement pour encore aller vers le FMI, sachant que vers la fin, on parle de réforme économique, alors que réforme économique, il n'y en a pas réellement. Véritablement, nous avons affaire ici à un anachronisme total. Hein. Oui. Anachronisme économique, anachronisme bancaire, anachronisme financier. Je ne sais pas souvent de quoi on parle. Il y a des fondamentaux en économie. Pour stabiliser ta dimension macroéconomique, on sait quelles variables il faut tenir. Les leviers, c'est le taux d'inflation, c'est le taux d'intérêt. Lorsque tu n'as pas la maîtrise de tes taux d'intérêt, nos taux d'intérêt sont fixés par la Banque centrale européenne, sans tenir compte de nos préoccupations, des préoccupations de nos investisseurs. Ça veut dire qu'emprunter de l'argent à Abidjan, à Yaoundé ou ailleurs dépend de ce que décident des banquiers de Francfort. C'est très grave. Ça veut dire en clair que c'est eux qui ont la maîtrise de la compétitivité de votre économie. Les taux d'intérêt sont l'élément déterminant pour permettre à une économie d'asseoir sa viabilité budgétaire et extérieure. Maintenant, lorsque vous confiez la gestion de ces taux d'intérêt à d'autres, naturellement, vous courez tout droit vers le mur. Parce qu'en fait, dans le fond, nos économies sont des économies qui importent essentiellement de la zone euro et qui doivent vendre, donc ils doivent avoir des euros et ils doivent exporter en dollars. Donc du coup, une fois qu'il y a un choc au niveau des taux de change entre l'euro et le dollar, nous n'avons plus qu'à pleurer. Et ces chocs sont réguliers. On a eu un choc de ce type à la fin des années 80 et le dollar s'est trouvé faible. En fait, nos économies peuvent travailler seulement lorsque le dollar est fort. Est fort. Oui. Lorsque le dollar se dévalue par rapport à l'euro ou à d'autres monnaies, aussitôt nous sommes coincés. Comme c'est le cas aujourd'hui? Comme c'est la tendance aujourd'hui, comme ce fut la tendance à la fin des années 80, lorsque le président Reagan a décidé de monter les taux d'intérêt sur tous les crédits libellés en dollars et l'essentiel de nos emprunts levés par le président Ahidjo était libellé en dollars. Du coup, même assurer le service de la dette était devenu impossible parce que en fait, le dollar valorisé, les politiques désinflationnistes mises en route et les taux d'intérêt élevés dans l'optique pour les Américains parce qu'ils pensent par rapport à eux. Il s'agit de relancer leur économie, donc d'attirer les excédents d'épargne qui sont logés à l'époque en Allemagne et au Japon vers New York, vers Wall Street, et en mobilisant ce qu'ils appellent généralement la déréglementation, le décloisonnement des marchés et la désintermédiation bancaire, ils ont pu rebâtir leur économie. En fait, ça c'est des mécanismes pensés par des capitalistes, notamment Milton Friedman, qui était naturellement le père du monétarisme. Et naturellement, qui nous emprisonne. Donc, les taux d'intérêt, on n'en a pas la maîtrise. Les taux d'inflation, l'autre variable, on n'en a pas la maîtrise. Regardez nos budgets.
des pays de la zone franc sur une trentaine, une quarantaine, une cinquantaine d'années, vous verrez que les politiques économiques, quand on définit la politique économique, on cible toujours un taux d'inflation de 2 à 3%. Or, ça ne nous intéresse pas. Des pays qui vont vite, comme le Kenya, comme l'Éthiopie, comme le Rwanda, ils ne ciblent jamais un taux d'inflation si faible. Donc nous n'avons ni la maîtrise de nos taux d'intérêt, ni celle de nos taux d'inflation. Et quand pour accélérer ta croissance, tu dois cibler des taux d'inflation suffisamment forts. C'est ce qu'ont font les autres, 5% d'inflation, parfois jusqu'à 8% pour atterrir, pour relancer tout et l'investissement et avoir des coûts de production suffisamment intéressants. Aujourd'hui, nous avons des coûts d'intérêt, des coûts de production extrêmement peu compétitifs. Vous vous souvenez, à la campagne électorale française, la toute dernière, il y a 2 politiciens, notamment Mélenchon et Marine Le Pen, ils disaient, écoutez, l'euro est trop fort. Nous devons quitter la zone euro parce que l'euro est une monnaie, est une devise hyper forte pour nos économies, l'économie française qui est encore très peu compétitive avec des coûts de production pas à la hauteur de ce que exige l'euro. Si la France, qui a une économie quand même qui fonctionne, pense que travailler avec l'euro est suicidaire, à plus forte raison des pays faibles comme les nôtres, les économies si faibles. Donc, moi je dis ceci, merci, mes 2 prédécesseurs, ils l'ont dit, mais je reviens d'abord sur ce que a dit le président Banda. En fait, il y a une programmation. Il s'agit à tout moment de détruire toute dynamique de décollage de nos économies. C'est de ça qu'il s'agit. À chaque moment qu'une économie s'est regressée, je commence par la Côte d'Ivoire, sous Laurent Gbagbo, qui a pu ramener les ratios de solvabilité et les ratios de liquidité à un niveau acceptable, recomposer les fondamentaux macroéconomiques au moment où il voudrait lancer ce qu'on appelait à l'époque l'assurance pour tous. Donc ce qui indiquait que la Côte d'Ivoire pouvait vivre sans dépendre de l'extérieur. Il a relancé la production du cacao, il a remonté les coûts et la Côte d'Ivoire pouvait continuer. Aussitôt, on est tombé dessus. Et surtout parce qu'il avait en prévision de sortir de la zone CFA en 2010. Ça n'a pas attendu, on l'a bousculé. Il est dehors. C'est la même chose au Cameroun, le président Banda le disait. Lorsque les programmes d'ajustement, le DSE se met en place, le document de stratégie pour la croissance et l'emploi. Bon, un document que nous, on regarde autrement, mais qui... mais qui tout de même est quand même un élément qui permet de penser qu'on doit aller quelque part et qui a une variable extrêmement forte, c'est qu'il met le centre de gravité sur la relance à travers la recomposition des stocks d'infrastructures. C'est extrêmement important. Il y a un lien fort et significatif entre les actifs infrastructurels et la croissance économique, c'est évident. Et qui va nous aider à rebâtir nos stocks d'infrastructures? Ce n'est pas la France. Pas du tout. Il a dit, c'est la Chine. Tous les barrages, les autoroutes, les ports en eau profonde, tout ce qui est important pour nous, pour poser le socle sans lequel tu ne peux jamais actionner une industrialisation porteuse. C'est les infrastructures. Il faut que tu aies des infrastructures de qualité pour produire, pour avoir un coût de production énergétique acceptable, dans les coûts de production compétitifs. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, donc, dès qu'ils voient que cette dynamique est enclenchée, il faut créer forcément un problème. On crée une situation
aujourd'hui on parle du Covid, mais hier c'était Madame Lagarde qui est venue ici chanter, je ne sais pas ce qu'elle chantait. Qu'il fallait dévaluer le franc CFA. Qu'il faut dévaluer le franc CFA. Et en effet, à l'époque, il fallait dévaluer le franc CFA parce que justement, le dollar avait chuté. Donc, vous voyez, une économie sérieuse qui ne maîtrise pas les leviers fondamentaux, le taux d'intérêt, qui est fixé depuis Francfort, selon les intérêts de ces pays, sans tenir compte des préoccupations des investisseurs chez vous. Je continue à dire que, et il a dit, notre monnaie est toujours surévaluée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre économie ne peut que importer. C'est l'importation qui est dès le départ programmée. Nous devons être un dépotoir. Quand tu importes, tu ne peux pas poser en place tes chaînes de valeur. Tu ne peux pas t'industrialiser. Puisque tu es là pour consommer. Tu es là pour consommer. Oui. Et tu as des difficultés, par contre, à exporter, à produire et exporter. Et exporter. Parce que ta monnaie, justement, est surévaluée. Et de temps en temps, donc, on revient pour te dire, tu dois dévaluer. Donc, du coup, vous voyez, surtout pour nous, ici en zone CEMAC, ça c'est alors la pire des choses, parce que c'est des économies primarisées, abondamment pétrolisées, qui dépendent donc de l'exportation des matières premières à l'état non transformé. Et nous savons que la voie de sortie, c'est de les transformer. Ils n'ont pas tort. C'est de créer, en fait, de faire... Une chaîne de valeur. Oui, c'est de s'insérer de s'insérer et tenter une remontée en gamme dans ces chaînes de valeur. Donc, créer en fait ce qu'on appelle généralement le commerce intra-branche. Ça veut dire que plusieurs économies qui se ressemblent, comme la Chine l'a fait, comme l'Europe l'a fait en son temps à travers l'Union européenne, et la Chine est en train de faire la même chose dans sa zone. Les économies se partagent des services. Tel produit le manioc, tel autre apporte le jus de ceci, et on sort des chaînes de valeur. Par exemple, moi je prends un exemple bidon, parce que nous consommons tout ça. Nous consommons le gari, nous consommons le riondo, nous consommons le bobolon. Tout ça, ça fait partie de la chaîne de valeur du manioc. Mais on n'est jamais arrivé à le produire de manière industrielle. Et pourtant, le marché est immense. Cette chaîne de valeur seulement, si tu la maîtrises, tu n'as plus besoin de rien. Seulement la chaîne de valeur manioc. Le manioc. Parce que ça se consomme partout. Ça s'importe partout pour la profonderie, pour ceci et cela. Il y a plein de choses. Qu'est-ce qui empêche justement cela? Mais ce qui empêche, permettez que je réponde, ce qui empêche justement cela, c'est le fait que vous n'avez ni énergie, ni réseau routier fluide, ni câble à fibre optique optimale. Même quand vous acquérez un câble à fibre optique comme on l'a acquis de 32 terabits, pour l'actionner, il y a beaucoup d'autres paramètres. Aussi longtemps que vous n'avez pas réuni tout cela, ne parlez pas d'industrialisation. L'industrialisation, c'est ça la clé. Hein? Il s'agit de nous empêcher, et ça c'est écrit dans l'article 12 de la Constitution de la 5e République française. Ça, c'est un crime, tu ne peux même pas imaginer. Crime contre l'humanité. Contre l'humanité. Oui. Où on dit que nous libérons les pays, les colonies, mais nous maintenons la domination sur leur monnaie, sur leur système de défense, sur leur culture. Et c'est ça. Qui se fait depuis la nuit des temps. C'est ça. Et en 1962, les accords de coopération sont en effet paraphés, validés et tout. Et je vous rappelle que pour le compte du Cameroun, c'est les Français qui ont signé des accords de coopération avec les France. La France signait de l'autre côté, et les représentants du Cameroun, pour signer contre la France, étaient encore des Français. Voilà. Donc, vous comprenez. Finalement, c'est la France qui a signé pour la France. C'est la France qui a signé pour la France. Non, c'est pas que c'est la France. Quand vous dites c'est la France qui a signé pour la France, c'est gentil, c'est beau. C'est que vous n'existez pas. C'est aussi simple que cela. Vous n'existez pas. C'est dans une prison à vie.
Non, C'est pas en perpétuité. Non, non, La prison, quand vous dites, non, c'est vous pas une n'existez prison. Quand vous dites que c'est une prison, c'est que vous existez déjà. Oui. Et qu'on sait que vous êtes en prison. Et on sait qu'il faut vous soigner, il faut vous habiller, pouvoir il sortir faut un vous jour. nourrir. On sait que vous n'existez pas. Vous n'êtes pas là. C'est-à-dire que quand on s'assied le 25 décembre pour signer l'acte de création De naissance du franc vous CFA. n'existez pas. On n'est pas en train de penser à vous. On n'est pas en train de dire qu'il y a le grand-père ou l'arrière-grand-père de Ngos qui est quelque part, il disait, ou à Esseng là-bas, Oui. et qu'on parle en son nom. Non. On est en train de dire, ben écoutez, messieurs, nos intérêts sont que... Alors, nous avons la CEMAC, à l'époque, l'AEF. Donc, il nous faut quelque chose. On signe. En fait, on ne pense pas à vous. Vous n'existez pas. Vous n'existez pas. Il faut savoir que le Gabonais d'aujourd'hui est 50% moins riche que le Gabonais de 76. Il faut savoir que le Camerounais d'aujourd'hui a perdu 20% de la valeur. Le Cameroun a perdu 20% de son PIB par rapport à 86. Que le Congo a perdu 22%, 25% environ par rapport à 84. Il faut savoir que la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui est moins riche que celle de 78, que le Sénégal d'aujourd'hui est moins la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui est moins riche que celle de 61, que le Sénégal est moins riche que celle de celui de 65. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous avez tout cela, les gens vont venir vous dire il faut des réformes, il faut ci, il faut ça. Non. Quand vous regardez l'histoire de la monnaie, vous comprenez mieux. Jusqu'à avant les indépendances, Oui. un peu avant les indépendances, un franc français équivalait un franc CFA, c'était 2 francs français. Donc, mais c'était en réalité une valeur, une façon de protéger un espace. C'est pour ça que les Français avaient mis cette parité-là. Et après les indépendances, elle va être modifiée à 0,50%. Et c'est pour ça que vous avez l'impression qu'il y a une petite chute du PIB et il faudra prendre un certain temps pour le rattraper. Et il faut comprendre que ce que vivent nos États est une situation inédite et qui n'a jamais existé dans l'histoire de l'humanité. Et le fait est que nous passons énormément de temps à payer des gens qui sont dans une situation de dépendance morale, de compromission dans leur vie et qui n'aident pas nos pays. Lorsque nous parlons de la Chine, Dr Idimo, qui organise son espace, nous parlons d'un pays libre. Nous parlons d'un pays libre. Nous ne parlons pas de gens qui n'ont même pas signé les propres accords qui les lient à un autre pays. Quand on parle de l'Europe, nous parlons de pays libres. Nous ne parlons pas de gens qui n'ont aucune liberté et qui ne décident de rien. La vérité est que lorsqu'on parle d'un plan de relance de la CEMAC, ce qu'on aurait attendu aujourd'hui, et le fait, la base, elle est connue. Il y a une seule et unique base. Vous ne pouvez pas parler d'économie si vous ne parlez pas de monnaie. Mais vraiment, ça n'a pas de... À la limite, si vous voulez parler d'économie, vous supposez que vous avez une monnaie. Mais la chose qu'on peut imaginer lorsqu'on regarde le franc CFA après les indépendances de nos pays, c'est que c'est une sorte de monnaie binaire créée dans une zone pour protéger l'accès à cette zone. C'est pour ça d'ailleurs que cette monnaie n'est pas convertible. C'est ça le principe de la monnaie binaire. Aujourd'hui, un pays comme le Cameroun peut créer une monnaie binaire, mais elle sera seulement utilisée à l'intérieur du Cameroun, elle ne sera pas convertible. Vous voyez ce que ça veut dire? Oui. Ça veut dire que le franc CFA a exactement le même rôle pour les Européens aujourd'hui, puisque c'est par rapport à l'euro, et pour les Français hier. C'est une monnaie qui est utilisée dans un espace qui est fermé, qui n'est accessible qu'à eux seuls, puisque cette monnaie n'est convertible qu'en euros. Et donc, ça protège cette zone de tout accès extérieur autre que le leur. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire. Je comprends parfaitement. C'est-à-dire qu'ils sont les seuls capables d'accéder à cette zone du fait de l'unique convertibilité de la monnaie qui est utilisée là-bas avec la leur. Vous avez le yuan, ce n'est pas convertible. Le dollar, ce n'est pas convertible. Le zloty, la monnaie de la Pologne, ce n'est pas convertible. Imaginez ce que ça veut dire. Donc, les gens ont sécurisé une source de matière première, sécurisé un débouché. Nous sommes en 1884.
1884, Absolument. rien n'a changé. Je suis allé sur ces aspects purement politiques et historiques pour pouvoir dire une chose et pour envoyer un message à nos chefs d'État. Et ainsi, et particulièrement à cette commission qu'on appelle le PREF, donc Programme des réformes économiques de la CEMAC. Il ne s'agit pas, l'économie est basée sur la monnaie. Et la monnaie n'est pas d'abord une question économique, c'est d'abord une question politique. Et la monnaie, j'ai vu ça hier dans un livre, la monnaie reflète l'idée, l'image que les gens ont d'eux-mêmes. Si les gens de la CEMAC ont le sentiment d'être des hommes libres, des hommes dignes, des hommes fiers, des hommes qui ont une place légitime dans le concert des nations et sur l'échiquier mondial, ils doivent mettre fin au franc CFA. Parce que le franc CFA dit qu'il n'existe pas. C'est pour ça d'ailleurs que dans le commerce international, nous n'existons pas. Et que la même France va venir vous dire que vous représentez 0,1%. Finalement, avec toutes les explications que vous avez données, comment est-ce que ces pays africains, surtout la zone CEMAC, pourraient justement créer une nouvelle monnaie? Simple, il n'y a rien de compliqué. Une nouvelle monnaie, c'est créer une monnaie probablement. N'est-ce pas créer une autre guerre? Écoutez, s'ils veulent la guerre, ce sera peut-être la dernière bataille de la révolution camerounaise, dans notre cas précis. Nous avons une révolution inachevée qui aujourd'hui se concentre ou se présente comme étant un lourd contentieux historique. Alors, s'il faut une dernière bataille, s'il faut une guerre, elle sera certainement la dernière bataille de la révolution camerounaise. Et on aura au moins réglé un problème pour les générations futures, parce qu'on aura achevé cette révolution. Il faut que les choses soient claires pour tout le monde. Les générations qui avaient peur d'une guerre, je crois que ces générations-là sont passées. Les générations actuelles et celles qui arrivent n'ont peur de rien. Ces générations, d'ailleurs, n'ont pas connu les professeurs blancs, les fonctionnaires blancs. Donc, ces gens ne sont pas complexés, ils ne savent même pas de quoi vous parlez. Ces gens, vous ne pouvez pas à la fois faire défiler sur les chaînes de télévision des pays comme ceux dont vous montrez la police derrière vous, qui prennent des décisions, des pays comme le Vietnam, des pays comme la Thaïlande, des pays comme le Sri Lanka, ou des pays comme même le Bhoutan, hein, des petits pays qui prennent des décisions au quotidien, qui gèrent leur monnaie, des pays comme le Ghana que nous voyons, des pays comme l'Éthiopie qui se relèvent là, et vous venez nous raconter que nous, on ne doit pas le faire. Je crois que 2020 a un seul... D'ailleurs, coronavirus est arrivé, ça a permis de clarifier peut-être beaucoup de choses, dont les gens ne diront jamais qu'ils étaient trop occupés. Vous étiez occupé à faire quoi? Personne ne voyageait, personne ne faisait, donc vous n'étiez pas occupé. Donc en 2020, comme vous n'étiez pas occupé là, vous n'aviez une seule mission, un seul objectif, une seule petite chose à faire. Les grands discours, les grandes promesses, non, vous aviez une petite chose à faire. Notre monnaie, c'est tout. Si vous ne donnez pas notre monnaie, si vous nous commencez les histoires d'éco, comme ils ont commencé à faire les ballons d'essai là, pour nous tester, on ne nous teste pas. Nous n'avons pas 2 ans. On ne nous teste pas. Je crois que depuis des décennies, les choses sont clairement dites en CEMAC. Dès qu'on arrive à la fin là, si jamais on arrive à la fin, mais clairement on est arrivé à la fin, on crée notre monnaie. Et cette monnaie là, c'est elle qui va nous permettre donc de faire comme les Européens. Ils ont un paquet de 750 milliards d'euros. Vous croyez que si les Européens, la monnaie qui est là-bas était la monnaie de quelqu'un d'autre, ils auraient eu 750 milliards d'euros? Quand les Américains ont décidé de 3 000 milliards de dollars, vous pensez que si c'était la monnaie de quelqu'un d'autre, ça aurait été décidé? Quand les Japonais décident leur paquet ou les Chinois, mais c'est des pays libres. Et nous, vous pensez qu'on est quoi? On est libre. On a peut-être des gouvernements qui semblent ne pas être libres, parce que ce que j'ai entendu là, par rapport à, c'est-à-dire comme conclusion de cette réunion et l'interview du président de cette commission par la CRTV, quand j'ai entendu ce qu'il a dit, mais je me suis demandé, est-ce que ce sont vraiment des hommes libres? Parce que nous sommes des hommes libres. Nous sommes des hommes libres. Et je le répète, nous sommes des hommes libres. Et les hommes libres ont leur monnaie. L'image que notre monnaie doit refléter, c'est l'image de notre liberté. Ça ne doit pas refléter l'image de la colonisation, l'image de la domination par les autres. Donc, il nous faut notre monnaie. C'est le seul objectif, c'est la seule mission. Et nos chefs d'État, toutes les institutions de la CEMAC, tous nos gouvernements doivent considérer qu'ils n'ont qu'une seule mission cette année. Une seule, unique mission. Le reste là,
qui ne fassent rien du tout. Ils ont une seule mission cette année. C'est de créer une monnaie. Notre monnaie. Et cette monnaie-là sera gérée par notre banque centrale. Et cette monnaie-là, nous allons négocier la convertibilité avec les autres pays librement. Parce que quand viendra le moment, parce qu'après ça, en 2021, nous devons commencer à développer notre pays et notre région qui ont trop attendu, qui ont trop souffert, qui ont trop aidé les autres à avancer. Maintenant qu'ils sont arrivés à un certain niveau, je pense quand même qu'il est temps que nous puissions nous occuper de nous-mêmes. Je vais vous dire, je vais chuter par une citation qu'on prête à quelqu'un qui s'appelait Meyer Amschel Rothschild, qui a vécu en 1742 et 1812. C'est au voyou. Quand j'ai prononcé le nom de Rothschild, vous avez tout compris. Oui. Il disait, enfin, on lui fait dire, parce qu'aujourd'hui on raconte que la situation... Donnez-moi la monnaie d'un pays. Donnez-moi le contrôle de la monnaie d'un pays et je me moque de qui fait les lois. Ses compatriotes qui vinrent plus tard, les nazis, dont des Allemands, appliquèrent très bien cette citation à la France, qui elle-même a pris particulièrement bien et est en train de nous l'appliquer. Je crois qu'il y a une fin à tout. Et la relance économique de la CEMAC, ce n'est pas une histoire de dire on va faire 2 petites chaînes de valeur. Mais on va faire 2 chaînes de valeur, le reste on va laisser à qui? À Dieu. On va laisser à Dieu, au Père, au Dieu du Père. C'est les résolutions qui ont été prises, hein, c'est pas moi qui le dis. Deuxième chose, on va dire, les gens vous disent qu'ils vont créer une grande université en Afrique centrale. Mais c'est quoi ça? Vous connaissez un seul pays qui a une région qui a une grande université? Dans les années 90, le sociologue Jean-Marc, il a parlé des réseaux universitaires. On n'a pas besoin de créer une grande université de la CEMAC. On a besoin de s'assurer que la CEMAC est un État. Parce que l'autre chose, c'est que vous ne pouvez pas avoir une monnaie régionale en CEMAC sous la forme de l'euro. C'est-à-dire que vous avez une monnaie avec des pays qui existent. Ce n'est pas une monnaie, ça. Il nous faut un État de la CEMAC. Et cet État-là, ce qui existe aujourd'hui sous forme d'État, ça deviendra peut-être des régions ou des provinces, on trouvera une appellation. Mais il nous faut un État de la CEMAC. Et si cet État-là, les autres pays ne veulent pas suivre, le Cameroun, qui est le leader naturel, qui représente 50% du PIB de cette région, doit se départir et aller. Les États-Unis ont commencé avec 13 États. Nous sommes capables de commencer avec le Cameroun indépendant et libre. Président Badakani, ça fait des années qu'on parle d'ailleurs du franc CFA. Rappelez-vous d'ailleurs qu'en 2010, j'avais fait un documentaire là-dessus pour montrer à quel point il fallait s'en débarrasser au plus tôt possible. Pourquoi est-ce que ces chefs d'État, et sans oublier ces gouvernements de l'Afrique centrale, et sans oublier bien sûr de l'Afrique de l'Ouest, ne s'appuient pas sur leur population pour justement créer une nouvelle monnaie? Parce qu'il y a peut-être une ou deux questions fondamentales de l'économie auxquelles on ne veut pas répondre. On fait semblant de répondre. Je ne vais pas répondre. Fondamentalement, une économie comme le nôtre, ça permet à quelle classe de se reproduire comme classe? De manière fondamentale, il faut répondre à ça. Est-ce qu'on fait l'économie au Cameroun, dans les pays africains, pour que toutes les populations, n'est-ce pas, toutes les populations du pays, hein, voient leur standard de vie augmenter. Hein? Vous savez que l'UPC avait 2 grands objectifs. Hein? Oui. Unir les populations du Cameroun, et augmenter le standard de vie. Standard de vie, c'était justement ça l'objectif. Voilà, c'était ça. Une fois l'indépendance acquise, Mounioba avait dit, vous pouvez citer que lui, c'est la figure totémique, il a dit, après, on augmente le standard de vie de toutes les populations du Cameroun. Mais quand vous avez une économie néocoloniale, une économie qui continue la colonisation, c'est une forme nouvelle. La question fondamentale est de savoir l'économie là, elle sert à quelle classe? Quelles sont les classes qui se reproduisent à travers l'économie? Quelles sont les classes qui s'enrichissent, qui se développent? Mais regardez le Cameroun, vous allez savoir de qui je parle. Et vous avez la réponse au blocage fondamental eu égard à notre émancipation monétaire. Donc le problème du Cameroun de manière fondamentale, quand on a évacué la dimension de la continuité coloniale et néocoloniale, et maintenant c'est la colonisation globale, quand on a évacué ça, notre problème c'est que nous avons, le colon en partant, a créé une classe politique qu'on a même vu dans l'histoire. C'est-à-dire une bourgeoisie administrative néocoloniale. C'est-à-dire que l'histoire de Rome nous apprend que la bourgeoisie a déclassé la royauté et ses dérivés. Et ses dérivés en termes de classe ou de catégorie sociale. Donc la bourgeoisie a écrasé tout ça et s'est projetée comme une classe historique qui a porté le capitalisme.
C'est ça la bourgeoisie. Quand on parle de la bourgeoisie, on fait allusion au capitalisme. Tout à fait. Elle a déclassé la féodalité et tout ce que ça concernait pour créer la première manufacture en complétant ça, en liant ça avec la machine à vapeur de Watts, c'est quoi? L'anglais Watts. Ouais. Nous avons le capitalisme. Cette bourgeoisie, voilà comment elle a pris les rênes de l'histoire. Oui. Mais quand on vient chez nous, qu'est-ce qu'on voit? On a renversé la matière. C'est-à-dire que les Français s'en vont, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent une classe c'est-à-dire qui ne vit que parce que la France permet, n'est-ce pas, qu'elle remplace le haut commissaire d'hier qui prélevait les impôts, y compris par capitation, c'est-à-dire par tête. Prélever les impôts. Donc vous avez non seulement quel État prélève l'impôt, il n'y a pas un problème, mais qu'une bourgeoisie nationale se construise par le pillage de l'impôt. C'est-à-dire parce qu'il est interdit aux Camerounais de faire l'économie. C'est ça la colonisation. Quand on parle de néocolonialisme, c'est qu'on vous a interdit de faire l'économie. C'est-à-dire quand on parle de continuité néocoloniale, c'est qu'il vous est interdit de faire l'économie. Il vous a dit ça. Ça s'appelle en d'autres langage blocage des forces productives. Ça, c'est le jargon marxiste. Les forces productives sont bloquées. C'est-à-dire on vous interdit de faire l'économie. C'est pour ça qu'on importe tout. Il vous a dit ça, le docteur vous a convoqué. On importe tout parce que c'est interdit de faire l'économie. Vous êtes un dépotoir, donc un déversoir. C'est-à-dire on produit ailleurs, on déverse chez vous. Donc, un exutoire. Non, c'est pas un exutoire. Non, c'est pas tout à fait. C'est un déversoir, comme il a dit. Serait mieux. C'est un déversoir, comme il a dit. Vraiment gentil. Oui. Non, c'est trop gentil même en fait. C'est clair. Dépotoir, c'est dépotoir. Les APE, c'est quoi? C'est le dépotoir. C'est clair, les APE, c'est clair. C'est la consolidation. On est malheureux qui a dit que, pour la première fois dans l'histoire, une économie néocoloniale, c'est-à-dire des tuteurs coloniaux, vous disent on va vous accompagner. On va vous aider à devenir compétitif. Vous avez vu ça dans l'histoire. C'est-à-dire que vos concurrents, vos ennemis, ils vous disent que non, on va vous aider. On va aider vos entreprises à devenir compétitives. Donc, à concurrencer les économies, les entreprises européennes. Vous avez vu ça où? Alors que dans le même temps, ces entreprises, par le contrat que vous venez de signer, on est en train de leur ouvrir votre marché. Mais quelqu'un vous dit non. On va exporter nos téléphones chez vous là. On va quand même vous aider à mettre vos propres entreprises à niveau pour que vous aussi vous produisez les téléphones. Vous avez entendu ça. Il faut quand même être à la cour de récréation. Nous on dit ça pour démontrer en quoi vous ne pouvez pas faire de l'économie chez vous. Donc du coup, il reste le budget. Et qu'est-ce qu'on voit chez nous? Une bourgeoisie administrative s'élève. Pas parce qu'elle a diligenté une quelconque démarche économique. Non, elle vole, elle pille les caisses de l'État. Elle est très riche. Parce qu'elle pille les caisses de l'État. Deuxièmement, elle exporte l'argent qu'elle a volé à l'étranger. C'est-à-dire qu'elle place ça entre les mains des personnes qui... Vous n'avez pas les personnes. En France, par exemple, et dans certains paradis fiscaux. Mais vous volez de l'argent, vous mettez à l'étranger, ils savent. En jeu politique, vous êtes mort. On fait seulement du chantage. Vous vous rappelez ce que les Américains ont fait aux élites irakiennes quand on voulait finir avec Saddam. On leur donnait 2 jours à chacun de démissionner. Sinon, on confisquait leurs avoirs. À défaut de ça, on pouvait sortir telle photo compromettant tel dossier. Et Saddam Hussein se retrouvait seul. C'est le béaba de la géopolitique. Donc, quand vous avez la grande majorité de votre élite politique, c'est-à-dire de vos administrateurs, parce que l'élite politique, c'est trop dit d'ailleurs chez nous, les administrateurs, qui pour la plupart ont leur argent qu'ils ont volé, placé à l'étranger, vous êtes très mal partis. Alors voilà donc la classe sociale qui va s'opposer, n'est-ce pas, à l'émancipation monétaire. Donc le blocage, il est là. Toutes les conditions sont réunies à nous parlons pour sortir de francs CFA. Au niveau de l'opinion, nous avons gagné la bataille depuis très longtemps. Bien sûr. Partout en Afrique, c'est terminé le franc. Au point, mais le président français est venu dire ça à Abidjan, non? Pourquoi il est venu dire? Parce qu'il a compris lui-même que c'est terminé. Ça ne passe pas. Il faut bouger un peu. Il faut maquiller un peu cette affaire-là. Donc, vous doit être maquillé donc justement avec l'écho, parce que jusqu'à peu près, il y a les sources concordales qui font savoir que les États de la CEMAC veulent aussi faire l'écho de Ouattara. Il a dit tout à l'heure que on veut tester les gens. Moi, j'ai essayé de vérifier, c'était un fake news. Donc moi, je ne crois pas à ça. Oui. J'attends. Peu importe, je suis vous donner de répondre à votre question. C'est-à-dire, le blocage, c'est ça. Vous avez une économie 80% informelle. Donc, c'est quoi? Ça dit que qui est pratiquement déconnecté de l'économie mondiale en tant que tel, pour parler comme Samir Amin. C'est une très bonne chose. C'est une base fondamentale. Vous sortez les francs CFA, vous lui orientez simplement cela. C'est-à-dire, pour déjà satisfaire le marché national, vous vous concentrez à satisfaire votre marché. Ce n'est qu'après avoir satisfait son marché intérieur, qu'on peut faire les rêveries d'aller chercher davantage comparatifs au marché, dans le marché mondial.
Vous comprenez? Donc le problème, le seul obstacle là, c'est quoi? Ce qui bloque l'émancipation monétaire de nos pays, mais c'est la bourgeoisie néocoloniale. C'est-à-dire des fonctionnaires qui se sont enrichis, pas parce qu'ils ont fait quelque chose d'extraordinaire, parce qu'ils occupaient des postes. Et que tout leur projet maintenant, c'est de remplacer le président pour continuer l'affaire là. Ceux qui sabotent ça, je sais de quoi je parle, hein. Je sais de quoi je parle. Moi, j'ai eu des contacts. Je sais de quoi je parle. Donc, voilà le problème. Il faut donc espérer que le président soit assez intelligent, n'est-ce pas, pour politiquement maîtriser cette bourgeoisie-là. Le défi, il est là. L'opinion est prête. L'opinion est prête. C'est-à-dire que on a même vu nos capacités. C'est-à-dire que dès qu'il y a le coronavirus, on a vu l'émergence d'un Made in Cameroun. Ouais. Bon, du moins, l'État a découvert. L'État a découvert. C'est mieux dit Cameroun. Oui, Nous allons d'ailleurs recevoir demain une dame qui fait d'ailleurs le vin avec à partir du plantain. Voilà, c'est extraordinaire d'ailleurs. On a vu. J'ai dit blocage des forces productives. La France bloque le force productive. Il y a un génie extraordinaire chez nous que si on libère, c'est terminé. C'est terminé. Donc on bloque ça. Donc premier obstacle, c'est cette bourgeoisie. C'est elle qui dit que non, si on sort de France, il y aura la guerre. Quelle guerre? Messieurs, plus que quelques secondes pour sortir de cette édition. Oh là là. Deux ou trois choses pour terminer. Tout à l'heure, il faut que je donne quand même le mot de fin au docteur Eddy. Il va parce qu'il n'y a que 2 minutes pour sortir juste cette édition. Pour dire qu'on nous augmente du temps. Non, je demande ça à Mondo Vision. C'est important. Donc, tout à l'heure, il a dit quelque chose de très fondamental. Ce que tout le monde a permis de faire, les pays développés, entre guillemets, parce qu'ils sont développés à rien, eux, nous, on nous dit déréglementer. Quand on déréglemente, eux, ils réglementent. On n'a pas déréglementé les secteurs stratégiques de l'économie d'aucun pays européen, d'aucun pays occidental. On n'a déréglementé aucun secteur stratégique d'un pays occidental. Aux États-Unis, partout, les grands secteurs de la recherche, tous ces consorts ne sont pas déréglementés. Un pays comme la France a encore plein d'entreprises stratégiques publiques. Ça n'a pas déréglementé, nous on dit déréglementé. Quand on nous dit interdiction de la planche à billets, qu'est-ce qu'eux ils font? Ils s'en servent abondamment. De manière très grave. À bon escient d'ailleurs. Ah bon, vous êtes gentil. Encore que pas bon escient. Ils s'en servent abondamment. Il n'y a pas de frein, puisque tous les 5 ans maintenant il y a une crise économique et tous les jours ils font la planche à billets. On vous dit, ne tentez pas d'être corrompu. C'est un crime contre l'humanité. Mais eux ils sont là-bas, la corruption est légalisée. Vous comprenez ça? Elle est légalisée. C'est quoi les paradis fiscaux? C'est la corruption. Légalisée. Légalisée. C'est quoi l'optimisation fiscale? Pourtant, on a vu Sarkozy venir déclarer haut et fort qu'il fallait interdire les paradis fiscaux. C'est quoi les bulles? Malheureusement. Écoutez, c'est quoi les bulles économiques? Les bulles, c'est quoi? C'est qu'un groupe de personnes crée, c'est-à-dire qu'un avantage économique fictif, ils se prennent près d'argent, au bout de 10 ans, ils laissent le passif à la population. C'est un crime économique. Donc, tout ce qu'on nous interdit de faire, ils le font. L'euro, c'est-à-dire que notre monnaie est survolée. Vous savez pourquoi? L'euro elle-même est une monnaie artificielle. Dans quel sens? Vous voyez, prenez l'économie de l'euro. Quel rapport entre une économie comme l'économie allemande et l'économie italienne? Normalement, s'il faut respecter les lois économiques, rien à faire. Mais ils sont dans la même communauté. Donc, quelqu'un doit financer cette forme de péréquation qui ne dit pas son nom. Du coup, on surévalue une monnaie parce qu'on sait qu'on va piller volontairement l'Afrique. On va financer ça. Je termine avec les chaînes de valeur. Généralement, chez nous, on dit qu'on fait les chaînes de valeur pour chercher les devises. Quand on parle avec les Français, on a besoin de devises. Je peux comprendre. Mais ça sert à quoi d'avoir les devises quand vous importez tout? Absolument rien. Puisque aussitôt que vous avez les devises, les importations, reprennent tout ça. D'ailleurs, on dit d'avoir maximum 3 mois dans les comptes d'opération françaises pour garantir, pour assurer notre capacité à importer. Vous voyez, on commande tout ça, tout s'annule. Tout s'annule. Donc, il faut faire une révolution simplement. Il faut sortir du franc CFA, comme il a dit. Il faut délester le pays du poids de la bourgeoisie administrative. C'est un problème. C'est-à-dire des fonctionnaires qui ne savent que fonctionner en volant. Ça ne marche pas comme ça. Je ne dis pas que tous ne sont pas des voleurs, mais la haute administration, il y a un problème avec ça. Donc il faut délester ça et libérer le génie de notre population. Et la machine du col. Docteur Limo, vous avez le mot de fin en quelques secondes pour sortir de cette édition de l'IBS Matin. Oh, merci pour ce mot de fin. Juste pour dire que en fait, les économies du monde qui se sont démontrées puissantes dans le passé, après la Deuxième Guerre mondiale, oui, c'est l'Allemagne et le Japon. Toutes les deux économies sont tombées dans la guerre. Mais parce qu'ils pouvaient battre monnaie, les deux pays sont repartis très rapidement.
En fait, tant que vous n'avez pas la capacité de battre vos monnaies, vous n'avez rien du tout. Vous pouvez oublier. Et c'est pour cela que Vladimir Poutine, qui aime bien dire certaines choses, a déclaré un jour que la France, sans l'Afrique, c'est une puissance mineure. Mais il ne faisait que copier ce que le président français, Chirac, paix à son âme, disait. L'Afrique, la France sans l'Afrique, va sombrer dans l'insuffisance économique. Mais en fait, pour finir, c'est extrêmement important ce qui se passe. Ce n'est pas un problème africain. C'est la géopolitique mondiale qui est en fait entraînée aujourd'hui. Parce qu'en fait, et regardez ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Gbagbo est la personne qui, libérée dans 2 jours, va aller voir Boari, va aller voir le président ghanéen pour dire... Va aller voir le président Biya. Et va voir le président Biya pour dire, voilà, nous entrons dans notre version nouvelle de l'écho. Il s'agit en fait, jusqu'ici, de rester sous la coupe de la France, mais pas seulement de la coupe de la France, parce qu'en fait, parfois nous mélangeons. C'est aussi les États-Unis. C'est les mêmes. En fait, on est en train de lutter contre l'émergence d'un monde multipolaire. On veut rester, parce qu'on sait, eux ils savent que l'Occident et les pays de l'OCDE sont en perte de vitesse. Depuis une quarantaine d'années, ils ont perdu l'essentiel du contrôle de l'économie mondiale. Et ils savent que c'est en créant un monde polycentrique, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Vladimir Poutine dit que dans ce monde polycentrique, l'Afrique, dans 30 ans, sera certainement l'un des moteurs. L'Europe, autour de la Russie, sera un autre moteur, la Chine d'un autre côté sera également un autre moteur. Et la liaison entre l'Europe et les États-Unis sera fragilisée. C'est de ça qu'il s'agit. Or, aujourd'hui, si un pays, la France, rapidement, le Cameroun ou la Côte d'Ivoire, c'est pour ça que Gbagbo aura du mal à sortir. Parce que si on le sort et qu'un seul pays, que ce soit le Cameroun ou la Côte d'Ivoire, quitte, la France est perdue. Merci beaucoup, Dr Edimo Mongori, d'avoir été là ce matin. Merci d'avoir été là ce matin. Merci également à vous, Dr Yann, d'avoir été là ce matin. Président Badakani, merci également d'avoir été là ce matin. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de DBS Matin. Au plaisir de vous retrouver demain. Restez sur DBS. L'information est en continu sur notre chaîne. Bonne journée à toutes et à tous et à demain. S'il vous plaît.